Bonjour et bienvenue au webinaire organisé par New Business IoT. Donc, New Business IoT, c'est du conseil, de l'accompagnement et de la formation à l'Internet des objets. Et en fait, donc, nous sommes en direct sur Zoom. Donc, pour ceux qui nous retrouveront en replay, je vous souhaite également la bienvenue. Donc, nous avons un nouveau format de webinaire. Donc, habituellement, je le faisais pour 1 heure. Mais vu qu'il y a de plus en plus de webinaires en ce moment, et donc on est passé à 30 minutes. Donc, c'est un nouveau format avec des cas d'usage précis. Et donc, voilà, ça va durer à peu près 20 minutes et puis donc 10 minutes pour les questions. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Guenelle Blanchet, CEO de New Business IoT. Et donc, je suis ravie de vous accueillir sur les thématiques Smart City avec de la computer vision, de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai, pour 30 minutes, ça fait beaucoup de techno, mais on va centraliser sur tout ce qui tourne autour de l'optimisation de l'aménagement urbain et tout cela au service du citoyen. Et donc, pour en parler, j'ai l'immense honneur d'avoir comme invité Hugo Le Guenec. Bonjour Hugo. Bonjour Guenelle et merci pour ton accueil. Merci d'avoir accepté parce que voilà, ça s'est fait très très vite et je sais que c'est le rush en ce moment. Avec Donc, plaisir. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? En 2 mots, donc, je suis Hugo Le Guenec, voilà, et je travaille chez 22 sur toute la partie développement. Donc, c'est rencontrer nos chers prospects et clients et les accompagner durant les projets qu'on entame et qu'on réalise ensemble. D'accord. Et sur quel sujet tu travailles exactement? Alors, plus spécifiquement, donc, sur les sujets de computer vision, on va en parler un petit peu plus en détail après avec des exemples assez concrets. Et chez 22, là, depuis quelques mois, on a des gros sujets autour de la Smart City. Et en parallèle, je travaille aussi sur les verticales de la supply chain, logistique, un petit peu de retail, puisque les cas d'application pour la computer vision sont nombreux. Juste avant, parce que je ne connais pas le profil de toutes les personnes qui sont là et les personnes qui vont regarder la vidéo en replay, est-ce que tu peux juste expliquer l'intelligence artificielle, ce que c'est, et computer vision, ce que c'est? Je sais, ok. L'intelligence artificielle, en fait, il y a plusieurs sous-familles. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle là, ces dernières années. Ça s'est beaucoup développé grâce, je veux dire, aux techniques de développement, mais aussi au matériel qui rend cette techno plus accessible et plus performante. Aujourd'hui, dans notre quotidien, l'intelligence artificielle, c'est notamment donc, autour du langage avec Siri ou OK Google. Mais c'est aussi également la manipulation de données. Donc, ça va être prédire, en fait, en analysant de gros volumes de données, c'est être capable de prédire, en fait, des événements. Mais l'intelligence artificielle a aussi des cas d'application autour de l'analyse d'images. Et nous, c'est ce qu'on fait chez 22. Et l'analyse d'images, si je peux vous montrer, en fait, quelques exemples en partageant mon écran, puisque, hop, ça sera beaucoup plus explicite. Donc, si vous voyez bien, tu me confirmes, Guenelle? Oui, je vois très bien. Tu peux. Ok. Donc, en fait, les cas d'application pour l'intelligence artificielle chez 22 et au global, donc la computer vision, ça nous sert soit à détecter des véhicules, les détecter et les classifier au sein d'images, au sein de vidéos. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on est en train de déployer pour des gérants de stations-service. D'autres types de véhicules comme les avions, mais aussi les passerelles, voilà, nous sert à monitorer en fait des opérations dans les aéroports. L'intelligence artificielle, c'est aussi pour voir ce qui se passe sur les lignes de vos transports en commun. Donc, dans ce cas-là, c'est du comptage de personnes à l'entrée d'un bus. Et ça sert également donc, à faire de la détection et la reconnaissance d'objets. Donc, ça, c'est un petit extrait d'un sujet de magasin autonome, sujet sur lequel on a travaillé pour le groupe Casino. Donc, on connaît voilà, le Nesquik ou les Pringles. Mais et c'est aussi, je finis avec celui-là comme exemple, c'est la détection d'événements. Et là, c'est la détection de départ de feu pardon, dans les déchetteries. D'accord. D'accord. Et alors, si on peut revenir au cas des Nesquik, comment ça s'est déroulé le projet en fait? Alors là, le cadre de cette réflexion, donc c'est le groupe Casino qui est un peu, je veux dire, les acteurs français finalement du retail sont un petit peu poussés ces dernières années par d'autres types d'acteurs comme Amazon. On a besoin d'innover et de sortir un petit peu du schéma traditionnel de la grande distribution. Et on a été sollicité donc par Casino pour travailler sur un concept de magasin autonome en tant que client en fait, de ce magasin. Aujourd'hui, vous rentrez, donc c'est dans un espace aménagé. Ça, c'est une photo extraite
du petit concept de magasin qui avait été mis en place dans nos bureaux ici chez 22. Le principe, c'est vous, en tant que client, vous rentrez en fait de ce magasin, vous avez des caméras qui sont au plafond et les caméras vont détecter automatiquement tous les objets que vous allez prendre et mettre dans vos paniers. Quand je dis objet, c'est article finalement, donc ça peut être une bouteille de jus d'orange, du Nesquik, des Pringles. Et les caméras sont capables de détecter les objets, la quantité d'articles que vous allez mettre dans votre panier ou alors que vous allez reposer ensuite sur les étagères, de manière à ce que vous puissiez sortir à la fin de vos courses du magasin sans passer par la caisse, puisqu'on vous débite automatiquement, étant donné qu'on sait tout ce que vous avez mis dans votre panier. Ah, d'accord. Donc, en fait, il est intégré à un terminal de paiement ou un système de paiement automatique, c'est ça? Ouais, en fait, on déclare juste son identité au moment où on rentre dans ce concept de magasin. Donc, ça peut être en scannant son téléphone sur une borne, par exemple. Je scanne mon téléphone sur ma borne, je fais mes courses et je ressors. D'accord. Sans avoir à patienter 5, 10, 15 minutes à la caisse. Voilà, c'est une manière de fluidifier en fait le parcours client. Et les cas d'application autour de ces technos en fait, nous ont servi à faire des petits, puisqu'on travaille aussi avec les briques logicielles qu'on a développées dans le cadre de ce projet sur la détection de scénarios de vol. D'accord, là, c'est autre chose. D'accord. Mm. D'accord. Et ça y est, c'est mis en place. Donc, enfin, je sais pas si tu peux dire, tu as le droit de dire dans quel Alors, magasin on peut. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas grand public et c'est pour l'instant encore dans le lab innovation de notre client, puisqu'en fait, ça nécessite des aménagements assez particuliers. Je vous donne, en fait, ces technos-là en tant que tels ne peuvent pas directement être implémentés dans les magasins tels que l'on connaît. Ça demande de travailler sur tout le concept, d'avoir un concept dédié de magasin autonome compatible en fait avec ces technos, puisque si demain vous voulez acheter 200 grammes de noisettes en vrac, ben, en fait, la caméra, on va pouvoir vous voir en train de prendre des noisettes, mais on ne sera pas capable en fait, d'estimer le poids et donc le prix associé à votre sachet de noisettes. À l'inverse, du Nesquik, du Nescafé ou une bouteille de Yop, le prix il est connu, donc on est capable de savoir exactement la valeur de votre panier. D'accord. Je dis juste que voilà, Nesquik et Pringles ne sont pas les sponsors De cette vidéo. du webinaire. Ok, alors puisqu'on reste dans l'univers du magasin, alors je crois que tu avais un sujet aussi par rapport au au Click and Au quick Collect. collect. Ouais. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, surtout en ce moment. Alors, est-ce que tu m'as dit que tu avais des sujets, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors donc il y a le premier sujet donc, que je voulais évoquer avec vous, c'était donc pour un client aux États-Unis pour lequel on fait du suivi de process en fait, dans le cadre du click and collect. En fait, avec donc le dispositif qu'on a mis en place, c'est sur la zone de click and collect du magasin, on a plusieurs caméras qui ont été disséminées, tant au niveau du parking que de l'entrée en fait, de cette zone de click and collect. Le sujet, c'est qu'à chaque fois qu'un véhicule rentre en fait, dans la zone de click and collect, ce véhicule est identifié donc, par une première caméra. Le véhicule va être suivi en fait, tout le long de son parcours et on va venir voir à quel endroit exactement sur le parking ce véhicule vient se garer. Donc, dès lors qu'on voit que le véhicule est garé sur une place de parking, il y a une autre caméra qui va faire de la lecture de plaque. D'accord. Et une fois qu'on a fait le rapprochement en fait, entre la zone du parking et la plaque d'immatriculation du véhicule, on est capable de remonter l'information dans le système et de faire le lien avec la commande qui a été passée au préalable par le client. Donc, si Monsieur Martin, qui avait fait ses courses en ligne 2 jours avant, s'est identifié avec son compte, il avait sa plaque d'immatriculation qui était déclarée, bah, comme on sait que ce jeudi 26 novembre à 10h11, il est venu se garer sur cet emplacement de parking-là, l'info est directement envoyée aux opérateurs, aux préparateurs de commandes et on est capable de leur dire « Monsieur Martin vient d'arriver sur le parking, sa commande est la numéro 236, vous pouvez lui amener sur la place 2. » D'accord. Et alors là, bon, je vois que c'est le cas de Walmart, mais en France, il y a déjà des applications, il y a déjà des projets en fait qui sont mis en place. Parce que moi, personnellement, j'en ai pas vu. Mais Alors, autour de ces technos, enfin, en fait, avec ce tel mix de technos, pas à ma connaissance. Après, en fait, ce n'est finalement pour démystifier un peu la chose qu'un assemblage de briques où on a d'un côté un algo de détection de véhicules, qu'on est venu coupler à un algo de tracking de véhicules qui nous permet de suivre le véhicule image après image.
Ensuite, on vient définir une zone dans l'image. Donc, quand on a vu ce véhicule se déplacer, on sait exactement à quel endroit est-ce qu'il est dans la zone. Et derrière, on vient faire de la lecture de plaque. La lecture de plaque est un sujet, pareil, technologiquement assez simple et maîtrisé. Gère toute la force de notre côté, ça a été finalement de faire dialoguer ensemble toutes ces algos, bien faire circuler les informations et intégrer ça ensuite dans le système d'information du client. Mais alors là, ça a été déployé, c'est en cours de déploiement aux États-Unis, mais on pourrait tout à fait imaginer ça en France. Ça me fait penser à un autre cas. Est-ce que j'imagine que c'est techniquement utilisable pour des cas d'alerte enlèvement, par exemple? Est-ce Oui. que on vous a déjà sollicité pour ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, pas directement pour des alertes enlèvement, mais les briques seraient tout à fait utilisables pour ce type de sujet-là. Dès lors, en fait, qu'on connaît, alors si je reprends l'exemple du véhicule, qu'on connaîtrait la marque, la couleur, le type de véhicule du ravisseur, on a aujourd'hui, nous d'ailleurs, un logiciel qui va sortir pour un organisme gouvernemental qui permet de faire passer en accéléré des vidéos et de retrouver justement soit des individus, soit des véhicules sur base de leurs caractéristiques. Donc, quand je dis caractéristiques, ça peut être pour une voiture, sa couleur, le modèle, pour un individu, la couleur de son pull, la couleur de son pantalon. D'accord. Bah, justement, ça me fait un peu me pencher, ça me fait un peu pencher sur une autre question. Je pense que beaucoup de se posent cette question, sur l'intelligence artificielle, sur computer vision encore plus. C'est sur l'aspect juridique. J'imagine que, voilà, là-dessus, vous devez quand même vous blinder un minimum et puis faire, voilà, faire attention, voilà. Alors comment ça se passe chez vous? On est blindé. Non, non, en fait, c'est des sujets à chaque fois qu'on anticipe. Aujourd'hui, voilà, en 5 ans d'existence, 22, on a cumulé, je veux dire, de l'expérience justement sur ces sujets-là. Je peux dire qu'on a un peu notre rond de serviette aujourd'hui à la CNIL, avec qui on discute très régulièrement, puisque certains de nos sujets, alors quand on va déployer des sujets pour des industriels, quand on fait la détection de défauts, par exemple, il n'y a pas trop de sujets RGPD, hein. De même, il y a quelques mois, on a travaillé sur un sujet de détection et classification de moustiques. Voilà, ça n'a pas posé trop de Oui. problèmes à la communauté des moustiques. Autant pour tout ce qui est détection d'individus et tout ce qui est lecture et identification de caractères ou d'identifiants qui permettraient de retrouver une personne. Là, c'est effectivement des sujets qui sont très encadrés il y a un cadre légal, voilà, là-dessus. Et à chaque fois qu'on travaille et qu'on sort en fait un projet, on fait donc des analyses d'impact qui sont communiquées à la CNIL, et la CNIL est au courant de tout ce qu'on fait et on accompagne nos clients justement sur la déclaration, sur le pourquoi du comment en fait de ces projets. L'objectif, et la CNIL ne laisse pas faire n'importe quoi aux sociétés. Donc là-dessus, tout est très cadré, tout est très bordé. Et de même, je veux dire, sur le produit qu'on est en train de sortir là chez 22, qui est dédié au Smart City. Potentiellement, c'est accéder au flux vidéo des caméras dans les villes. Cette solution qu'on vient de sortir, elle a été travaillée en amont avec la CNIL de manière à ce que tout soit compliant, voilà, d'un point de vue légal. Et il n'y a pas de reconnaissance faciale à la volée comme on peut voir en Chine ou dans des vidéos conspirationnistes sur YouTube. Voilà. Oui, c'est vrai que je pensais à ça effectivement parce que c'est un questionnement qui est tout à fait légitime. Voilà, l'intrusion dans la vie privée, même si on est sur un espace public, voilà, il s'agit quand même d'une intrusion. Effectivement, ouais, donc c'est bien que, en fait, vous marchez main dans la main avec la CNIL qui a Ouais. Alors, il faut démystifier un petit peu aussi, j'ai envie de dire, ces sujets de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que la reconnaissance faciale est rentrée dans nos quotidiens avec notamment nos téléphones pour déverrouiller son téléphone de manière très naturelle et rapide. Je pense que si vous êtes utilisateur de ces technos-là, vous n'avez pas manqué le fait qu'au départ, il y a une phase d'enrôlement où on se met face à son téléphone et on fait des petits tours de tête pour s'assurer en fait, que le téléphone sera en mesure de nous reconnaître les fois d'après. Quand on veut faire une reconnaissance faciale qui fonctionne bien,
Et on en fait pour certains clients dans des contextes dans le privé ou dans un cadre très bordé pour les entreprises pour accéder en fait à certains locaux sensibles. Il y a toujours un consentement de la personne et un enrôlement de la personne au préalable. Puisque la reconnaissance faciale, et quand j'évoquais la Chine là, tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses passer. Quand on fait de la reconnaissance faciale sur des personnes à la volée dans la rue, des personnes qui marchent à 50, 100 ou 150 mètres de la caméra avec une casquette, une capuche, peut-être que oui, on peut effectivement essayer de faire passer un algo de recofacial sur le visage de cette personne, mais le résultat ne sera certain qu'à 5, 10, voire 15%. Ah oui, ce qui est vraiment très peu, oui. Ouais, c'est très peu, ouais. Donc, et D'accord. même, voilà, même en ayant fait un enrôlement finalement au préalable de la personne, si j'ai quelqu'un qui marche à 100 mètres de la caméra et que ma caméra, c'est un peu la définition est pas géniale, là encore, c'est pareil, hein, on aura quoi, peut-être du 30, 40, 45%, mais on n'aura aucune certitude que c'est vraiment la personne qu'on souhaite identifier. D'accord. Et donc, du coup, ça n'aura aucune valeur dans un. Non, derrière, non. Je confirme. Donc voilà, démystifions la reconnaissance faciale et le tous espionner dans les villes. On en est encore très loin. Et c'est de toute façon, absolument pas une volonté, il faut le savoir. Justement, il y avait un autre cas d'usage dont tu m'avais parlé alors, au niveau de l'aménagement urbain. Par exemple, pour les voitures, alors, je me rappelle plus. Analyse de trafic. Oui, l'analyse de trafic. Alors, je pensais Ouais. pas à celui-là, à ce cas-là spécifiquement, mais vas-y, tu peux y aller. Ouais, donc un petit mot là-dessus, puisque c'est d'actualité. Donc autour de l'analyse de trafic, ça c'est une fonctionnalité justement de la solution qu'on vient de sortir. L'analyse de trafic, c'est on a un flux vidéo et ce flux vidéo, il est analysé en temps réel donc par des algos et on vient détecter la présence d'individus et classifier ensuite les véhicules, détecter la présence de véhicules et classifier justement ces véhicules. Donc quand je dis classifier, ça va être détecter et compter les vélos, les voitures, les bus, les camions. On travaille sur les trottinettes, puisque personne n'aura. Tout le monde aura remarqué que les trottinettes ont un peu envahi nos villes là, ces dernières années. L'intérêt en fait de ces solutions, il a été assez évident pour certains de nos clients, donc qui sont des municipalités ou des agglos. Ça a été de mesurer en fait la fréquentation et l'usage des nouveaux aménagements. J'évoque là, ce qu'on voit à l'image, c'est notamment les pistes cyclables Covid. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui ont rogné un petit peu sur les routes pour les voitures, pour laisser plus de place aux vélos. En fait, il y a pas mal de villes qui ont voulu mesurer l'utilisation de ces nouvelles pistes cyclables. Et dans certains cas, on a même aujourd'hui quelques villes qui aménagent. Ils ont un aménagement qui est mobile de ces pistes cyclables, puisqu'à certaines heures de la journée, on va ouvrir ces pistes et à d'autres les refermer, de manière à ce que c'est génial, on fait circuler les vélos, mais il ne faut pas qu'il y ait 15 km de bouchons qui se forment à cause des voitures qui ne peuvent plus passer. Justement, on me pose une question. C'est pour l'aspect verbalisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux ajouter là-dessus? Alors, sur l'aspect verbalisation, c'est aujourd'hui, nous, quelque chose qu'on ne fait pas du tout. C'est-à-dire que dans le cas du vélo qu'on voit là à l'écran, on est capable de les compter, mais on ne va pas être capable de savoir qui est sur ce vélo-là. Après, techniquement, les briques existent pour détecter des véhicules, pour détecter un stationnement gênant de véhicules et pour lire la plaque d'immatriculation du véhicule. Ça, c'est des choses qui, oui, existent. Nous, on fait de la détection de véhicules, on fait de la détection d'emplacement de véhicules. Ça nous sert d'ailleurs à gérer certains scénarios. Je pense à un de nos clients en Île-de-France qui se sert de nos technos aujourd'hui pour orienter justement ses équipes sur le terrain. C'est les jours de marché où en fait, les jours de marché, il y a beaucoup de véhicules qui se mettent en double file et qui gênent en fait un petit peu tout le monde. Ça permet aux agents terrain d'être plus réactifs, mais ça peut être aussi utilisé pour les stationnements gênants sur les places handicapées, parce qu'il y a certaines villes qui utilisent aussi nos technos pour ça. C'est-à-dire un camion qui vient se garer sur une place handicapée, c'est ne pas penser finalement à la personne qui est handicapée, qui aurait voulu se garer pour aller faire facilement ses courses. Nous, en tout cas, voilà, on peut mettre à disposition ces informations-là, on peut faire des détections, mais on ne couvre pas du tout cette partie verbalisation. Donc, par exemple, si la police municipale, par exemple, pourrait utiliser ces briques logicielles pour les intégrer à leur système de supervision et hypervision, en fait. Alors, on est intégré aujourd'hui au système de supervision urbain,
mais il n'y a pas du tout d'automatisation autour de la verbalisation qui est réalisée par nos solutions. En fait, on ne fait que mettre l'information à disposition en temps réel auprès des équipes de la municipalité. Oui, d'accord. Oui, parce que, enfin, heureusement, puisque oui, c'est à eux de déterminer. Après, en fait, c'est laisser la place à l'humain aussi pour la décision, puisque ça peut être une personne qui va venir se garer pendant 10 secondes sur une place handicapée juste pour déposer, je sais pas, sa fille, par exemple. Faut mettre de l'humain derrière, j'ai envie de dire. Voilà, pendant 10 secondes, ça ne va pas déranger grand monde. Ça va éviter de boucher la rue aussi derrière. Voilà, la décision finale doit revenir à l'humain. J'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il est possible, justement pour une personne qui est en double fil, donc une personne pardon, qui occupe une place handicapée, est-ce que c'est techniquement possible de déterminer à partir de la plaque que ce n'est pas un véhicule, enfin que la personne qui possède ce véhicule n'est pas en situation de handicap? Alors, ça serait possible, mais légalement, et c'est tant mieux finalement d'un point de vue je travaille chez 22, mais je suis aussi un citoyen quand même Mmh. avant tout. Légalement, on n'a pas accès en fait à ces bases de données. Donc, on pourrait construire une brique techno qui fait l'identification de véhicules, l'identification d'un véhicule sur une place handicapée, lire cette plaque d'immatriculation-là. On a le numéro de plaque d'immatriculation, mais on ne peut rien en faire de plus puisqu'on n'a D'accord. pas accès à ce type de fichier. D'accord, donc tout est bien cloisonné à ce Ouais, ouais. moment-là, Il peut y avoir certaines entités qui ont accès à ces fichiers, mais pas nous, ce n'est pas notre volonté, et c'est dans des cas et dans des contextes maîtrisés. D'accord. Parce que oui, vous m'avez pas, je crois chez Twenty2, vous faites appel à un comité d'éthique, il me semble. Alors, on a effectivement un comité éthique qui a été mis en place cet été, puisqu'on a effectivement, il y a beaucoup de typologies d'entreprises qui s'intéressent à ce qu'on fait, puisque les cas d'application de l'analyse d'image, donc de la computer vision, sont très nombreux. Alors, ça peut être, on voit là des cas dans la Smart City. On a des sujets dans la supply chain, dans le retail, dans l'industrie, mais il y a aussi des sujets de défense. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'identification et classification de moustiques. Ça, je pense que ça ne dérange pas grand monde qu'on travaille là-dessus. En revanche, c'est vrai que des sujets de défense, il peut y avoir des choses un petit peu plus sensibles. Et aujourd'hui, c'est des sujets qu'on regarde un petit peu de loin et pour lesquels on veut se laisser le temps justement d'avoir une réflexion. Et c'est pourquoi on a des personnes extérieures à la société qui sont conviées à ce comité éthique et qui ne sont pas souvent d'ailleurs du même point de vue et qui viennent se confronter les points de vue avec des participants internes également. Alors, il reste 5 minutes avant la fin du webinaire. J'avais une question, à moins que bien sûr, au niveau des participants, vous ayez des questions vous-même. En ce qui concerne les contraintes techniques, comment ça se passe? Comment ça s'implémente en fait? Bon. Alors, un projet de computer vision, on a besoin, nous, la matière brute, c'est la vidéo, c'est l'image, puisque ce qu'on fait en fait au sein de ces images, c'est de l'analyse de pixels, l'analyse de couleurs, l'analyse de formes. Donc, on a besoin de cette base-là. Pour se donner un petit peu un référentiel, dès lors qu'un humain en fait va être capable d'identifier une personne ou un véhicule sur une vidéo ou sur une image, l'algo sera également capable de l'interpréter. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des flux vidéo en 4K pour identifier des événements ou des véhicules au sein d'une image. On va avoir besoin, pour traiter justement ces flux vidéo en temps réel ou a posteriori, nous, on travaille beaucoup avec le GPU des ordinateurs, donc la carte graphique, puisque c'est donc de l'analyse d'image. Et ça va nous amener donc à faire des déploiements pour nos clients. Ça peut être soit en local, donc je reprends l'exemple des villes, où là, on vient poser en fait un ordinateur directement au sein du centre de supervision. Alors, pourquoi là du local? C'est parce que légalement, on n'a pas le droit de faire sortir les flux vidéo des centres de supervision. Donc là encore, je dirais c'est une protection. Toutes les images qui sont traitées dans les villes se font en local au niveau du centre de supervision. Il n'y a rien qui ressort et les employés de 22 n'ont pas accès en fait à toutes ces vidéos-là.
Donc ça, c'est un exemple de déploiement. Il y a, dans le cadre d'autres projets, nos algos, puisque ça consomme, suivant le type de détection qu'on va chercher à faire, ça va plus ou moins consommer en fait de GPU, donc de cette puissance de carte graphique. Donc certains projets, on va les déployer dans le cloud, quand on doit faire des détections multi-sites et que ce ne sont pas des sujets trop confidentiels pour les industriels pour qui on travaille. Cette solution, elle est hébergée dans le cloud. On a tous les flux vidéo qui remontent directement dans le nuage, tout est processé et les infos brutes qui sont extraites redescendent ensuite vers les systèmes qui ont besoin de ces informations-là. Et troisième cas, c'est l'embarquer dans les caméras directement. Donc, on travaille aujourd'hui de plus en plus avec les principaux constructeurs et fabricants de caméras pour embarquer nos technos directement au sein de ces caméras, puisqu'il y a je vous prends l'exemple des transporteurs dans nos villes. C'est vrai qu'on peut, en fait, l'analyse vidéo temps réel peut aider à beaucoup de choses dans un bus, dans un tramway, dans une rame de métro. Mais aujourd'hui, c'est encore compliqué d'avoir du stream 24/24 ou 7 jours sur 7 de plusieurs flux vidéo qui remontent à des serveurs pour redescendre ensuite vers le bus pour choisir. Ça fait beaucoup de données d'un coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, dans certains cas, on a vraiment besoin en fait, de processer les images en local. Et ça va très bien marcher dans certains cas. Je vous ai montré la vidéo de l'illustration pour le comptage de bus là, en préambule. Ça, le comptage, ça marche très bien. En revanche, du tracking de personnes multicaméra en embarqué, là, ça demande beaucoup plus en fait, de puissance et de ressources graphiques. Donc, c'est encore difficile d'implémenter ce type d'algo dans les caméras. Donc, voilà quelques exemples et de déploiements et de contraintes techniques entre guillemets qu'on peut avoir, mais les choses avancent vite sur ces sujets. La connectivité, comment ça se gère? À quel niveau la connectivité? Est-ce que vous en tenez compte dans votre projet ou pas du tout? Oui, alors en fait, c'est un petit peu, alors c'est une de nos forces justement chez 22, le fait qu'on vienne du service, on a appris justement à s'adapter et à faire en sorte de rentrer dans les contraintes entre guillemets de nos clients. Il faut savoir qu'en entrée, donc en flux vidéo, il y a des standards qui existent. On est bien évidemment donc compatible avec ces standards d'image et de format vidéo. On a le flux vidéo qui rentre, on a l'algo et le logiciel en fait, qui vont venir analyser ces flux vidéo, qui vont processer. Et derrière, à chaque fois, en fait, on cherche à identifier ou détecter des événements. Donc, dès lors que nos algos ont processé les images, qu'on a détecté ce qui nous intéressait au sein des images ou au sein de la vidéo, derrière, on va venir exposer en fait, ces informations en temps réel via des API, via des web services, comme toute solution logicielle un peu standardisée qui existe aujourd'hui. Donc, on a des connecteurs qui sont très simples à implémenter et à déployer au sein des infras de nos clients. D'accord. Non, donc OK, j'irai faire un tour. Je regarderai ça. Très bien. Écoute, il reste 1 minute. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, par rapport à ce que vous faites, une actu, quelque chose? Merci pour ton invitation. Il y a énormément de sujets aujourd'hui qui sont adressables avec la computer vision. Je vous ai parlé des moustiques, je pourrais vous parler des hélicoptères, je pourrais vous parler des villes, je pourrais vous parler de médecine également, de médecine préventive. On peut faire plein de choses aujourd'hui avec l'analyse d'image temps réel. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que ces technos-là permettent d'automatiser la détection et la remontée d'informations sur un même référentiel. Dès lors qu'on a ces besoins-là d'automatisation, si vous avez des questions là-dessus, moi je serais ravi d'y répondre et peut-être de vous donner d'autres exemples de cas proches de vos problématiques et des enjeux de chacun. Voilà, à votre dispo. Merci à toi également. Merci également aux participants. Donc comme je l'ai dit, tout à l'heure, ce sera disponible en replay, d'ici quelques jours, le temps de faire le montage. Je vous souhaite à tous une excellente, fin de journée, fin de matinée et puis, bonne journée et bien à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci à toi Hugo et puis, bon courage pour la suite. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir à tous. Bonne journée, à bientôt.